Je suis du Nord, mais dans le Maine-et-Loire en ce moment. De Provins médiéval. Ouais. C'est sur l'ordinateur. La douceur angevine. C'est ça. Je suis à Angers, justement, donc c'est hyper agréable. Ah, c'est bien. Oui, au printemps, oui, c'est très bien. Ah, voilà, Pierre Jouvenin. Pierre, bonjour Pierre. Oui, bonsoir tout le monde. Oui, salut Pierre. Bonsoir. Alors Olivier, Michel, peut-être qu'on peut débuter en 19h04. Qu'en pensez-vous? Oui, on fait ça sous forme d'un débat comme on a fait la dernière fois, un truc très sympa. Vas-y, tu peux démarrer. Absolument. Oui. 3, 2, 1, allons-y. Alors, bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous fédéraliste. Bonsoir, bonsoir. Je précise que, en guise de préambule, cette conférence est enregistrée. Je vous demanderai tout d'abord de couper vos micros, que l'intervenant puisse s'exprimer dans les meilleures conditions. Alors, disposant moi-même de la technique, je vais le faire moi-même pour les personnes qui garderaient leur micro ouvert. Alors, Marlène. Hop. Voilà. L'Union des fédéralistes européens a lancé il y a quelques mois un cycle de conférences sur des sujets de politique européenne appréhendés par le prisme du fédéralisme. Nos précédentes conférences, dont vous pouvez retrouver l'enregistrement sur un lien YouTube qui vous sera communiqué dans ce chat, ont notamment porté sur le club du crocodile, le plan de relance européen, les relations extérieures de l'Union européenne, le Brexit et une dernière sur les politiques migratoires. Aujourd'hui, notre rendez-vous fédéraliste s'intitule « La Russie et l'Europe ». Il vous sera présenté par Olivier Védrine. Nous sommes tous très honorés à l'UEF Sud-France qu'Olivier ait accepté notre invitation. Olivier Védrine est professeur, journaliste et ancien conférencier de la Commission européenne au sein du réseau d'experts Team Europe. Il a été le rédacteur en chef de l'édition russe de La Nouvelle Défense nationale entre 2010 et 2014 à Paris, à l'école militaire. Engagement qu'il a arrêté en 2014 pour protester contre l'annexion de la Crimée. Conseiller politique auprès du Comité économique et social européen, également à Bruxelles. Il a également en parallèle une carrière de présentateur de télévision. Il a présenté plus de 150 programmes télévisés sur des chaînes de télévision nationales en Ukraine, ainsi que sa propre émission pour soutenir l'Ukraine et l'Union européenne. C'est par ailleurs un membre très actif de l'opposition russe. Il est rédacteur en chef du Russian Monitor, un journal internet de l'opposition russe qui comptabilise 500 000 téléspectateurs uniques par mois. À ce titre, il a reçu de nombreux engagements. Alors, avec Olivier Védrine, aujourd'hui, nous allons aborder 3 sujets. En premier lieu, l'évolution des relations entre la Russie et l'Europe. Ensuite, le système politique russe et le rêve impérial qu'il tente d'incarner. Et enfin, une question cruciale, c'est de la relation entre la Russie et l'Union européenne. Je vous prierai donc de bien vouloir couper vos micros pendant la présentation. Une séance de questions-réponses suivra. Je précise donc que cette conférence ayant débuté à 19h10, elle s'achèvera à 20h40. Je laisse maintenant la parole à Michel Caillouet, président de l'UEF Sud-France. Merci. Oui. Donc, merci, bienvenue à tous et surtout bienvenue à Olivier. Je suis très heureux et très honoré qu'il ait accepté notre invitation pour effectivement débattre de la Russie. Olivier, nous n'avons que 3/4 d'heure, oui. Ça va être effectivement court pour parler des relations Union européenne-Russie, mais je crois que ça va être très très bien. Alors, comme l'a dit Samir, 3 moments. Alors, commençons par l'évolution, essayons de bien cerner les évolutions des relations entre la Russie et l'Europe.
moi, je dirais d'emblée, enfin, tu vas certainement pas me contredire, mais que, bon, de toute façon, la Russie, c'est le plus vaste État de la planète en termes de superficie. Oui. Allô, oui, vous m'entendez? Oui. Donc, sur le plan culturel et sur le plan de l'Europe, enfin, il est clair que, en fait, nous sommes Union européenne, c'est clair, mais l'Europe ne s'arrête pas à l'Union européenne. Oui. Ça va au-delà. Moi, j'étais représentant de la Commission auprès du Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe, c'est 47 pays. L'Union européenne, c'est 27 pays. Et la Russie fait toujours partie du Conseil de l'Europe et doit partager les valeurs du Conseil de l'Europe. D'ailleurs, à titre d'anecdote, le drapeau européen, c'est le drapeau du Conseil de l'Europe et de l'Union européenne. Donc, on doit le retrouver également en Russie, qui devrait respecter ces valeurs. Je ne vais pas insister sur l'histoire, mais quand même, sur le plan écrivain, sur le plan de la musique, sur le plan du théâtre, la Russie, c'est important pour nous. Donc voilà, je crois qu'il faut saluer le peuple russe et Olivier va nous en dire plus là-dessus, puisqu'il connaît, étant près du terrain, il connaît beaucoup mieux les choses que nous. Olivier. Comme je l'ai dit, Michel, on fait ça comme on a fait dans la répétition. Tu me poses des questions et tu me conduis. Ça sera beaucoup plus dynamique qu'un cours magistral. Donc, 2-3 précisions par rapport à ma présentation. C'est pas la nouvelle défense nationale, c'est la revue de défense nationale. Et j'étais en charge de l'édition russe, effectivement, que j'ai arrêtée pour protester contre l'annexion de la Crimée. Et j'ai été conseiller d'Henri Malos pendant 2 ans et demi sur l'Ukraine, quand il était président du Comité économique social européen. Ça a été aussi cette nomination pour me protéger, puisque j'avais organisé le voyage d'Henri Malos sur Maïdan et j'avais eu des menaces. Donc, le fait qu'Henri m'ait nommé conseiller pour l'Ukraine, avec un courrier qu'il a envoyé à qui de droit, ça m'a vraiment protégé. On était dans une situation assez difficile, hein, puisqu'il y avait des passages à tabac et tout ça. Donc voilà, c'était simplement pour corriger tout cela. Voilà. La Russie, oui, en 3 quarts d'heure, c'est dur. Mais la Russie et l'Europe, d'abord la Russie, elle est européenne, là je veux pas, donc ça c'est clair, elle est née en Europe, Brzezinski d'ailleurs le dit, tôt ou tard la Russie rejoindra l'Europe. Maintenant, la question du temps se pose, mais la question qui est la plus importante, à mon avis, c'est comment elle va rejoindre l'Europe et après quoi. Puisque là, nous assistons un peu dans un esprit de revanche de la part de Poutine qui essaye de reprendre un peu, de redorer une Russie, mais de son imaginaire, et qui me paraît bien dangereux, et surtout alors, on parle de la puissance russe, mais il y a aussi, c'est un peu une illusion de puissance, hein. Bon, le budget militaire russe est quand même 10 fois inférieur au budget américain. Donc, l'armée russe actuelle n'est pas l'armée de l'Union soviétique en nombre et en capacité, mais elle a une capacité de nuisance importante, due notamment à la stratégie de la guerre hybride. Cette stratégie de la guerre hybride, on la trouve en Ukraine, mais on l'avait déjà trouvée bien avant en Géorgie, on l'a retrouvée dans l'Ossétie, Abkhazie, dans cette zone géorgienne. On a retrouvé après ce retour de la Russie en Syrie, en Centrafrique et en Libye maintenant. Oui. Donc, c'est un retour, alors qui se fait aussi avec des mercenaires, le groupe Wagner notamment. Donc, il y a un retour de la Russie sur la scène internationale, mais je répète, ce n'est pas la puissance soviétique et je dirais le socle
supporters de Poutine, d'ailleurs, se réduit en Russie, et le peuple russe est un peu fatigué par l'aventurisme étranger, international de Poutine. Voilà. Bon, Olivier, on reviendra sur tous ces points effectivement ensuite. Moi, je voudrais qu'on se concentre là rapidement sur les relations, notamment les relations économiques entre la Russie et l'Union européenne. En fait, on est dans un monde d'interdépendance. Moi, j'ai noté que l'UE reste encore, malgré peut-être les sanctions, etc., on en parlera tout à l'heure, reste quand même le principal partenaire de l'Union européenne. Pour nous, c'est le 4e partenaire commercial pour l'Union européenne, la Russie. L'énergie, on est très, très dépendant de la Russie en matière énergétique. Tu pourras peut-être dire quelques mots sur cette histoire qui nous divise en fait au niveau européen du Nord Stream, des relations gazières. Mais qui a besoin de qui? Est-ce que les Russes n'ont pas plus besoin de nous que nous avons besoin de la Russie? Je pense qu'on ne sait pas parler avec les Russes, à vrai dire. Enfin, les Européens de l'Ouest. La Russie, moi je discute souvent avec mes amis de l'opposition, je participe au groupe de Vilnius avec Kasparov, etc. La Russie est un pays qui a son propre mental et je pense que les Européens de l'Ouest ne comprennent pas vraiment comment discuter avec les Russes. Et il y a beaucoup de malentendus, de quiproquos, et ça, c'est véritablement, c'est vraiment un désastre dans le dialogue. Alors, qui a besoin le plus l'un de l'autre? Je dirais que ça se vaut. Nous, on a besoin effectivement de l'énergie, on a besoin du gaz, du pétrole, des métaux, etc., que la Russie peut fournir. Mais la Russie a besoin aussi de voitures, de biens de consommation, de produits manufacturés, tout simplement. Si vous allez en Russie, ayant passé, j'étais en Sibérie, j'étais aussi donc dans la Russie de l'Ouest et la Russie sibérienne, enfin la Sibérie. L'état des routes est lamentable, les infrastructures, etc. Donc là, il y a effectivement beaucoup, les Russes ont besoin de nous par rapport à, je dirais, aux biens de consommation, à tout ce qui fait la vie ordinaire du citoyen russe. C'est-à-dire qu'actuellement, le problème de la Russie, actuellement, ça redevient la même logique que sous l'Union soviétique, c'est à savoir un investissement énorme dans la défense. Et alors, la défense, elle a changé. Ce n'est pas que des canons maintenant, c'est les médias, c'est Russia Today, c'est la guerre de la communication. Alors, je pense que si on veut éviter justement une confrontation, et justement, parce que chacun, on a besoin de la Russie, la Russie a besoin de nous. Et je dirais que là, cette fracture de l'Europe en deux est préjudiciable pour chacun. Et donc, je pense que si nous voulons discuter avec la Russie, il y a, en tous les cas, discuter avec Poutine, il y a à intégrer aussi un rapport de force. Et aussi, les Russes ne sont pas rationnels comme les Occidentaux. À savoir qu'il va falloir jouer le rapport de force, et quand le rapport de force va être joué, le Russe peut passer totalement après dans un côté jovial, amical, etc. Ça n'a rien, ce n'est pas du tout la même mentalité, par exemple, que la mentalité française où tout est rationalisé, introduction, thèse, antithèse, synthèse. Non, rien du tout. Là, il y a un côté dès le départ qui est ce rapport de force, qui est très émotionnel, qui est très… même certains disent que Poutine, qui est pourtant de petite taille, en impose physiquement, il y a un aura très, très fort.
Et après, tout peut changer. Une fois que vous avez cette communication, moi je le vis ici. Ça peut paraître totalement. Je vais vous prendre certains exemples. Comment on peut négocier avec les Slaves en général et les Russes en particulier. C'est au départ, il faut montrer sa force, il faut montrer qu'on est un homme, qu'on est courageux, etc., etc. Donc, alors. Basiquement, ça peut être est-ce que tu sais boire? Bon, voilà. Est-ce que tu sais boire? Est-ce que tu es capable de te plonger dans la glace, etc., etc. Du moment que vous rentrez dans ce jeu-là et que vous prenez et que vous faites aussi bien, voire mieux qu'eux, la glace du coup est cassée et puis vous rentrez dans le jeu. Mais ce que je veux dire, c'est un peuple qui aime la force, mais qui aime aussi l'émotion. Et je pense qu'actuellement, il y a peu de gens en Europe de l'Ouest qui sont capables de parler avec le monde slave en général et avec le monde russe en particulier. Okay. Je trouve que ce qu'on reproche aux Occidentaux, ce que reprochent les Russes et ce que reprochent les Ukrainiens, enfin ce que reprochent les Slaves, c'est des fois ce côté donneur de leçons, ce côté, je dirais, assez prétentieux. Et alors, le Slave ne supporte pas ça. Le Russe ou l'Ukrainien ne supporte pas ça. Si on le prend de haut, et c'est ce qui se passe un peu aussi avec Poutine. Poutine a été pris de haut pendant des années, et là, il prend une revanche. Mais c'est parce qu'il y a une blessure au départ. Et ça, c'est une blessure que dans le monde slave, elle est compréhensible. Elle est compréhensible. Donc, si on veut travailler ensemble, il faut qu'on puisse se comprendre. Oui. Et se comprendre, c'est aussi nous autres, les Occidentaux, ranger un peu, mettre de côté un peu ce côté donneur de leçons et rentrer dans cette logique slave qui est beaucoup plus, je dirais, plus simple, à mon avis, plus sincère, mais aussi plus brutale, donc que notre logique occidentale. Alors oui, on a besoin de l'un de l'autre, c'est clair. D'ailleurs, même économiquement, d'ailleurs, l'euro est la première devise, je crois, donc avec le dollar. Mais la première devise donc en Russie, donc voilà. Je pense que la réconciliation avec ces deux parties de l'Europe, ça va aussi passer par la résolution de la crise ukrainienne. Parce qu'on a besoin l'un de l'autre, oui, mais à chaque fois, on reste sur cette crise ukrainienne, justement, pour revenir à ce qui se passe actuellement. Et tant qu'on n'a pas résolu cette crise ukrainienne, on ne pourra pas, même si on a besoin l'un de l'autre, se travailler ensemble. La crise ukrainienne, au départ, c'est un problème de droit international. Il y a l'annexion d'une partie d'un pays. Donc ça, ce n'est pas négociable. Donc, d'ailleurs, aucune chancellerie occidentale ne négocie. Tout le monde reconnaît l'intégrité territoriale de l'Ukraine et on en reste là. Et tant que ce problème ne sera pas résolu, je pense que même si on a besoin l'un de l'autre, on n'arrivera pas à avancer d'un côté comme de l'autre. D'accord. On comprend tout à fait, Olivier. Il y a peut-être un problème de perception des deux côtés. Tu parles de rationalité, des éléments. Mais est-ce que Poutine prend l'Union européenne au sérieux ou est-ce qu'ils ne font pas comme d'autres, diviser pour régner, etc. Je voudrais revenir sur l'affront que notre haut représentant a subi lorsqu'il s'est rendu à Moscou. Borrell s'en est expliqué, mais quand même, ils ne nous prennent pas au sérieux en tant qu'Union européenne. Qu'est-ce que l'on doit faire, nous, pour nous affirmer davantage? Je pense que Borrell a eu le même problème que Sarkozy. Oui. Quand Sarkozy a discuté avec Poutine, je rappelle, on pensait qu'il avait été sous, mais Poutine l'a mis KO, verbalement KO. Sarkozy est arrivé en disant, voilà, la Russie, je condamne ça. En face, vous avez un homme slave et Sarkozy le frappe, grosso modo, en disant, voilà, moi je condamne ça. Et en face, Poutine encaisse, laisse venir à lui, comme un bon judoka,
Et là, lui fait et le balaye, quoi, en disant, mais attends, tu m'agresses, t'es qui? T'es qui? Donc, c'est clair que si le rapport de force ne veut pas dire la brutalité et rentrer tout de suite dans cette brutalité. Le rapport de force, c'est autre chose. Là, si vous voulez, il y a eu Sarkozy à blesser et rentrer dans la surface, je dirais, où il ne fallait pas rentrer avec Poutine. Alors, par rapport à l'humiliation qui s'est passée à Moscou, je pense que c'est un peu la même histoire. Je crois que Poutine, il en est tout à fait conscient que l'Union européenne est bien plus puissante que la Russie. Mais en bon bolchevique, il fait la stratégie du salami, à savoir, effectivement, il divise pour mieux régner. Mais il a totalement conscience de la puissance de l'Union européenne et il en a tellement conscience qu'il essaye, comme tu dis, de négocier donc, avec chacun. Donc là-dessus, il y a aucun… Je pense que tout est clair. Maintenant, par rapport à cette humiliation, parce qu'il y a humiliation, il y a eu même une attaque, je dirais diplomatique, c'est une agression véritablement que le représentant a apparemment mal vécu, mais il n'était pas préparé à négocier avec Poutine. J'ai eu l'impression de quelqu'un qui est parti avec ses schémas bruxellois et qui a été totalement dépassé par un homme qui, je le rappelle, est un ancien officier du KGB. Donc, il sait totalement comment manipuler et il sait totalement regarder comment il a reçu Angela Merkel. Angela Merkel a peur des chiens. Comme par hasard, il y a le chien dans le bureau de Poutine et Angela Merkel est pétrifiée. C'est quelqu'un qui sait très, très bien jouer comme ça. Donc Poutine, il attend simplement qu'il y ait un leader au niveau européen qui ne soit pas quelqu'un qui va, comme Sarkozy, lui dire « tu fais ça, 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 je condamne ça, 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 ça ». Non. Un leader européen qui va dire « écoute, moi, je représente l'Union européenne ». Quand, par exemple, Poutine a dit à Sarkozy « moi, mon pays, il est comme ça, ton pays, il est comme ça ». Rien n'empêchait Sarkozy de dire « oui, mais ton économie, elle est comme ça, et mon économie, elle est comme ça ». Et là, Poutine aurait compris. Donc, c'est une toute autre façon de négocier qu'on n'a pas. Donc, ne pas attaquer bille en tête, mais montrer ses forces. Donc, avec Poutine, c'est du judo. On danse avec lui, quoi, hein. On est sur le tatami et puis on danse. D'accord. Voilà. Non, mais tout à fait. En fait, là, sur l'écran, tu es entouré de fédéralistes. Donc, ils veulent effectivement que l'Europe s'affirme, notamment sur le plan des relations extérieures, et s'exprime d'une seule voix avec toute la force qui devrait être la nôtre. Oui. Donc là, tu prêches un convaincu. Revenons maintenant peut-être à la deuxième partie de notre conférence, le système politique russe, le rêve impérial. En fait, moi, j'ai l'impression, je crois que c'est absolument juste. Nous, on représente des valeurs démocratiques, la charte sur les droits fondamentaux, des élections libres, une presse libre, enfin, etc. La Russie, même si elle organise des élections, bon, elle a eu la période de 70 ans de communisme, hein, bien sûr, mais il n'y a jamais eu véritablement de système démocratique en Russie, même s'il y a des élections. Je n'ai pas l'impression, tu nous confirmeras qu'il y a des observateurs, oui, dans ces élections, oui. Donc, effectivement, ils sont au point zéro de l'ère démocratique, je dirais. Non, alors, ils ne sont pas au point zéro de l'ère démocratique. Ils n'ont jamais connu la démocratie. C'est différent. Et le peu de démocratie qu'ils ont connu, ça a été les années Helsinki, qui étaient assez anarchiques. Donc, le Russe a peur de la démocratie parce que pour lui, démocratie signifie anarchie, signifie ces années 90 avec ses bandits, ses mafieux, etc. Et donc, ils sont allés se réfugier dans les bras de Poutine parce que la seule alternative qu'ils connaissent, c'est l'autoritarisme. Alors, le rêve impérial, souvent, je mets un parallèle. Le peuple russe, l'histoire russe, c'est d'abord une envie de puissance. Et cette envie de puissance, cette envie d'être grand et respecté est supérieure à l'envie, je dirais, de liberté. Okay. Souvent, quand je donne des interviews en différence entre les Ukrainiens et les Russes, par exemple, je dis le Russe, lui, il a envie d'être grand, fort. L'Ukrainien, il a envie d'être libre.
Okay. Donc ça, c'est tout à fait, c'est quand même deux mentalités assez différentes. Et en Europe de l'Ouest, on a envie d'être libre, on a envie de pouvoir s'exprimer, etc. Le peuple russe, il y a une fierté de l'empire et de la grandeur, et qui explique tous les sacrifices. Le russe veut être grand. Donc, et il ne supporte pas l'anarchie, il ne supporte pas, il a vécu que sous l'autorité, et cette autorité le rassure, du moment que cette autorité sert à la grandeur. Oui. Voilà, donc cette envie de grandeur chez le russe est très important, et peut expliquer certains sacrifices. Je rappelle que la terre russe est sacrée pour les Russes. Les gens qui se sont battus, la grande guerre patriotique contre les nazis, c'était pas pour soutenir Staline. À la limite, ça a même sauvé Staline. C'était d'abord pour la terre russe. Et même dans l'opposition russe, la terre russe est sacrée. D'accord. Ouais. Il y a un rapport du sacré à la terre russe. Nous autres, dans l'opposition, on monte au créneau si jamais il y a une attaque contre la terre russe. Ça, c'est clair. La terre russe est sacrée. C'est dans l'émotionnel russe. Hein, d'accord. L'envie impériale, elle est importante, et elle s'est cristallisée en Ukraine. L'Ukraine, par exemple, Napoléon l'avait dit d'ailleurs, et Napoléon voulait donner à l'Ukraine une indépendance sous protectorat de l'Empire français, voulait l'appeler la Napoléonide, la République des Cosaques libres, parce qu'il disait, si j'enlève l'Ukraine à l'Empire russe, la Russie deviendra moins puissante, et pour la construction de l'Empire français, ça sera beaucoup plus simple une fois l'Ukraine indépendante. Et dans le livre de Brzezinski, donc Le Grand Échiquier ou les États-Unis et le reste du monde, l'Ukraine est véritablement le pays pivot de la défense européenne et le pays pivot de la sécurité européenne. Celui qui maîtrise l'Ukraine maîtrise le continent européen. Et c'est pour ça que la Russie ne peut pas lâcher l'Ukraine comme ça, puisque pour elle, avoir l'Ukraine, c'est être la puissance dominante en Europe. D'accord. Voilà. Donc, enfin, tu parles de puissance. Je vois une question tout à fait pertinente, je crois que c'est Wojciech. L'Union européenne, combien de divisions? Oui, effectivement, notre défense européenne, elle est en gestation, mais elle n'est pas encore malheureusement tout à fait au point. Mais il y a l'OTAN. Là, tu me confirmeras, mais vis-à-vis de l'OTAN, la Russie ne peut pas faire grand-chose, oui, sur le plan des capacités militaires. C'est la raison pour laquelle elle fait des guerres hybrides, etc. C'est un peu un détournement de puissance, je dirais. C'est pour ça qu'elle a peur de l'accession de l'Ukraine à l'OTAN. Oui, voilà. Donc, c'est pour ça que la Russie peut attaquer entre guillemets la Géorgie, l'Ossétie, provoquer un conflit. Là, on peut en parler dans le Haut-Karabakh pour pouvoir reprendre la main en Arménie, mais en aucun cas, elle va affronter l'OTAN directement. Oui. Et parce qu'elle sait pertinemment que là, elle ne fait pas le poids. D'accord, voilà. Donc, par rapport à l'Ukraine, dernièrement, donc là, le président Zelensky est sur la ligne de front actuellement aujourd'hui, parce qu'il y a une reprise des combats, et il a demandé d'accélérer l'accession de l'Ukraine à l'OTAN. Parce qu'il sait que c'est la sauvegarde pour l'Ukraine, c'est l'OTAN. Hein. Mais on a assisté à ça avant. Hein. Moi, je me rappelle, quand j'étais à l'IHEDN, j'avais encadré des sessions IHEDN pour les États baltes, Europe centrale et balkanique. Et tous ces États, c'était avant leur adhésion à l'Union européenne, la première chose qu'ils voulaient, c'est adhérer à l'OTAN pour leur sécurité. Et après, adhérer à l'Union européenne pour le développement économique. Mais leur obsession, premier stade, c'était on adhère à l'OTAN. Et l'Ukraine, c'est la même logique. On adhère à l'OTAN pour se protéger. D'accord. Voilà. Revenons peut-être au système politique russe. Enfin, nous, on est quand même une zone au niveau de l'Union européenne qui garantit quand même des droits pour les citoyens, enfin la charte sur les droits fondamentaux, etc. Bon, la Russie n'en est pas encore là. Un petit mot sur les droits de l'homme. Enfin, moi, j'ai regardé, ils sont toujours membres
du Conseil de l'Europe. Mm. Donc, effectivement, les citoyens qui se sentent lésés peuvent s'adresser à la Cour européenne des droits de l'homme. J'ai regardé les statistiques en 2020. Sur les 870 cas qui ont été présentés à la Cour européenne des droits de l'homme, Russie, c'est le premier, 185 cas. Oui. Ensuite, la Turquie, 97. L'Ukraine n'est pas... Enfin, quand même 86 cas. Hein, oui. La France, on est à 16 cas. Oui. La Hongrie, 31 cas. Donc, bon, il y a un problème, enfin, on le sait avec Navalny et autres, il y a un problème de droits de l'homme. Pardon, Un problème de droits de l'homme en Russie. oui, il faut préciser, quand vous parlez de cas, il s'agit de cas de condamnation. Oui. Donc, non, il y a beaucoup plus de requêtes. C'est une question que je connais assez bien depuis 28 ans. Qui parle? Joseph. Ah oui, d'accord. Oui. Non, Joseph. Non, mais comme je connais cette question, disons, très bien depuis 28 ans, j'ai été défendre le gouvernement français autrefois à Strasbourg, à la cour de Strasbourg, quand j'étais à la direction juridique Quai d'Orsay. Quand vous parlez de cas, je me permets de préciser qu'il s'agit de cas de condamnation. Il y a des milliers de requêtes russes, ukrainiennes, etc., mais enfin surtout russes. Voilà, c'est ça. Non, mais la Russie est malheureusement au niveau 1. Le plus condamné, oui. Le plus condamné, on est bien d'accord. Voilà. Oui. Olivier. Oui, oui c'est cela, mais dans la nouvelle constitution russe, le droit russe est supérieur au droit international. Et ça, je pense que Joseph ne va pas dire le contraire. La nouvelle constitution russe, le droit russe national est supérieur au droit international. Donc, grosso modo, les condamnations, on s'en fout dans le droit russe actuel, enfin dans la constitution russe. Oui. Bon, ceci dit, la situation des droits de l'homme, de l'opposition, etc. C'est pas. Enfin, tu es bien placé pour le savoir, Olivier. Hein, c'est pas top, hein. Oui. Non, c'est pas top. Avec mes amis de l'opposition, j'ai assisté à des repas où il y avait plus de gardes du corps que d'invités, où mes amis arrivaient en voiture blindée, où les gardes du corps faisaient le tour de la maison et mangeaient juste à côté, sur la table d'à côté. Donc oui, j'ai vécu tout ça. Donc il y a très peu de volontaires pour l'opposition aussi. C'est au moins, il faut être motivé, voilà. Mais oui, c'est beaucoup de mes amis, pratiquement tous ont fait de la prison ou sont toujours en prison. Oui, d'accord. Et comment ça se passe au niveau de la liberté, enfin liberté de la presse, enfin des réseaux sociaux, etc. Tout ça est très, très encadré. Il y a cette loi de l'agent de l'étranger, agent étranger. Donc, loi sur les ONG étrangères, oui. Voilà, donc bon, là, il suffit que vous disiez quelque chose qui ne va pas et puis vous êtes agent de l'étranger. Donc, là aussi, c'est tout ce qui ne convient pas au régime est agent de l'étranger, plus ou moins. Après, on me dit oui, mais il y a des cas juridiques où la personne a fait... Non, attendez. Là, on sait pertinemment qu'en Russie, un cas juridique, ça se monte. Une accusation, elle se monte. Donc, la justice russe est au service du pouvoir russe, de Poutine, et donc Poutine peut tout à fait monter des affaires de toutes pièces pour accuser quelqu'un de corruption, etc., surtout quand il est dans l'opposition. D'ailleurs, il a essayé de se servir là-dessus d'Europol, et Europol, d'ailleurs, sur certains dossiers, a dit non, ça, on ne fait pas suivre parce que ça sent le montage politique. Donc ça, c'est l'opposition russe actuellement, c'est le gros problème, c'est qu'on n'a pas, on est soit agent de l'étranger, et si on n'est pas agent, si on est en Russie, on aura une action montée contre nous, tout à fait inventée. Donc une grande partie maintenant de l'opposition russe est à l'étranger et vit à l'étranger. Tous mes amis qui ont dit qu'ils étaient contre Poutine, même s'ils étaient à Moscou, ont été invités quand même à avoir une résidence à l'étranger. Donc voilà, il n'y a pas de... Pour moi, on est en train d'assister à un néo-stalinisme avec Poutine, et à mon avis, l'ère Poutine va s'achever comme l'ère Staline, à savoir, après Poutine, il va y avoir une dépoutinisation, comme il y a une déstalinisation, et là,
on verra exactement ce qu'a été Poutine. Là, on est véritablement… Alors, certains de mes amis me disent c'est entre Staline et entre Brejnev, à savoir que rien ne se passe, tout est glacé. Ça, c'était l'époque Brejnev, où l'Union soviétique était sous congélateur. Et là, je trouve que la Russie intérieure est un peu aussi sous congélateur avec l'ère Poutine. Donc, c'est un mélange de Brejnev et de Staline dans la répression. Voilà. De Brejnev dans le côté glaciation de la société et de Staline dans le côté oppression. D'accord. Bon, Olivier, passons peut-être… la situation n'est pas simple, on l'a bien compris. Quel type de relation avec l'Union européenne? Point d'interrogation. En mettant peut-être en évidence, certains observateurs nous disent qu'avec la fin du communisme, enfin la chute du mur, etc., on a peut-être raté une opportunité de renforcement. Je pense qu'on a raté quelque chose en 90-91. Voilà, c'est ça exactement. Bon, ceci dit, on travaille quand même avec la Russie. On a aidé. Non, on a raté la Russie. Il y a eu une tentative vraiment démocratique de la Russie de 91 à 93 jusqu'au coup d'État et à la prise de pouvoir de. Là, la Russie, on aurait pu changer le cours de l'histoire. Oui. Alors, est-ce que peut-être nous, on n'a pas été trop agressifs? Moi, je pense à cette politique de voisinage dont l'Ukraine a bénéficié, etc., qui a créé peut-être des problèmes après. Hein. On a peut-être on a voulu projeter nos valeurs, oui, à juste titre, oui, et la Russie a refusé cette politique de voisinage. Donc maintenant, nous avons des relations avec la Russie qui sont quand même encadrées par des relations de partenariat. Il y a des textes magnifiques de la coopération politique européenne, mais qui n'ont pas une application extraordinaire. Donc comment s'y prendre? Oui, comment s'y prendre avec la Russie? Tu l'as très bien dit, c'est les rapports de force, effectivement. C'est le rapport de force. Pour comprendre Poutine, il faut comprendre son histoire. C'est quelqu'un qui, à 17 ans, se présente au KGB pour être dénonciateur et rentrer au KGB. Bon. Donc, c'est quelqu'un qui va mentir tout le temps. C'est quelqu'un qui à part le service de l'État, oui, l'État, ça a été l'Union soviétique, après ça a été l'État russe, n'a aucune moralité, aucun principe. Il va servir l'État, point. C'est un officier, c'est un soldat, mais c'est un soldat du KGB. Donc, ou mensonge, manipulation, compromission, tout est. Il joue sur toute la gamme. D'ailleurs, Angela Merkel l'a souvent déclaré lors des rencontres du groupe de Minsk. Elle l'a dit, il ne fait que mentir. Oui. Mais c'est son travail, ça a été son travail pendant des années. Donc, il n'a pas changé. Est-ce que c'est pas lié, là je vois une question de Jérémy qui est tout à fait pertinente, est-ce que c'est pas lié au fait que la Russie, sur le plan économique, démographique, peut-être moral, je ne sais rien, est en déclin, oui. Donc il a besoin d'affirmer une force par rapport à ce déclin. Il y a un problème démographique, mais bon, le problème démographique, bon, comme tu le sais, il est en Europe, Russie compris. Voilà, ça c'est clair. Oui, il y a un déclin, et je le dis, il y a une illusion de puissance. La technologie russe actuelle n'est pas avancée comme l'était la technologie. L'était l'URSS. L'URSS, à la chute de l'URSS était aussi puissante économiquement en PIB, proportionnellement au niveau mondial, était aussi puissante la Chine. Bon, à peu près 10%. Et là, maintenant, la Russie est à 1,6, elle est grosso modo en dessous de l'Espagne, enfin, voilà. Donc, bien sûr qu'il y a une chute de la puissance économique et il y a une baisse de la puissance, même par rapport à l'Union soviétique. L'Union soviétique, bon, si vous vous promenez en Russie, en Ukraine, en Bélarus, vous avez des friches industrielles qui sont énormes, des entreprises qui font des kilomètres, qui sont maintenant des tas de ferraille.
Donc, il y a eu une désindustrialisation de la Russie et de l'espace post-soviétique. Donc, il y a eu une perte de puissance. Là, ici, en Ukraine, l'Ukraine était le premier fabricant de vêtements de l'URSS, fabriquait des voitures, des fusées, etc., etc. Bon, maintenant, il n'y a plus de voitures enfin, de marque ukrainienne, les vêtements viennent de Chine. Donc, et l'Ukraine est en train de devenir malheureusement une puissance purement agricole. Donc, il y a une descente des États membres de l'URSS au niveau économique et au niveau social. La retraite, notamment les retraités à l'époque soviétique, étaient bien plus riches, entre guillemets, qu'à l'époque que maintenant. Je prends la moyenne ici. En Ukraine, un retraité, c'est entre 50 et 70 $ par mois. Et je parle d'un retraité professeur, etc. Bon. En Russie, c'est légèrement plus, c'est autour des 150 $ par mois. Donc, on est véritablement dans une descente. Hein. Et pour donner l'illusion de la puissance, Poutine va dans une propagande et dans un aventurisme géopolitique international, pensant donner l'illusion d'un retour de la puissance. Et c'est un jeu dangereux. C'est un jeu dangereux parce que il n'a pas, je dirais, les usines de l'Oural qu'avait l'URSS qui ont permis de prendre la revanche pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec l'aide américaine, notamment du matériel américain. Là aussi, il faut rendre à César ce qui est à César. Donc voilà. Donc cette illusion de puissance, mais il est d'autant plus dangereux que c'est un animal blessé qui rêve d'un retour impérial et qui est dans un total rapport émotionnel avec sa Russie rêvée. Poutine n'est pas un stratège, c'est un tacticien. À savoir que, par exemple, si vous prenez le cas syrien, le cas libyen ou même le cas centrafricain, Poutine n'affronte pas les grandes puissances. Il prend les places vides. Il occupe les places vides. C'est tout. Oui. Donc, c'est une tactique. Stratégiquement parlant, le résultat est catastrophique. La Russie s'est isolée. Elle ne fait plus partie du G8. Mais ça me permet quand même de poser une question. Nous, Européens, de l'Union européenne, on est fiers de nos valeurs. Oui. On les a affirmées de manière peut-être maladroite dans le passé, etc. Je n'en sais rien. Je parle de la politique de voisinage, mais on est fiers de nos valeurs. Je vois Biden qui dit maintenant la même chose. Maintenant que Trump est tombé, les valeurs de liberté, valeurs libérales au sens large, avec l'élément social qui est nécessaire, elles sont là. Mais il y a aussi tout ce concept, cette réalité de démocratie illibérale. Oui. Est-ce que Poutine n'est pas en train de prendre une espèce de leader au niveau mondial pour effectivement présenter un autre modèle? Oui, alors au niveau mondial, je ne le pense pas. Au niveau européen, oui. Oui. Au niveau mondial, je pense que face à la Chine, il ne fait pas le poids. Si une puissance prend le leadership des démocraties libérales ou des systèmes autoritaires, ce sera la Chine, pas la Russie. Mais la Russie le prend effectivement au niveau européen. Hein. Je vois dans la presse certains amoureux de Poutine, qui ne connaissent pas du tout ni la Russie, ni la réalité, ou s'ils la connaissent souvent, c'est parce qu'ils ont des intérêts. Il n'y a pas pour moi, la Russie ne peut pas être le leader comme elle l'a été à l'époque de l'URSS. Par contre, on peut avoir peut-être effectivement sur ce plan-là une coopération avec la Chine pour pouvoir effectivement, tous les deux, mais la Chine aurait le leadership quand même, mais un couple russo-chinois de modèles de démocratie autoritaire, ça c'est clair. Mais si on fait un peu d'analyse, ils ont je dirais pas un boulevard devant eux, mais ils ont quelques opportunités.
Actuellement, nos démocraties sont quand même en crise. On voit aux États-Unis, le pays est assez partagé, on voit aussi en Europe. Donc, ces démocraties qui sont en crise donnent un sentiment de faiblesse, mais on sait que les démocraties ont une puissance de transformation, d'absorption importante, mais pour des régimes illibéraux, ça donne aux yeux de beaucoup une illusion de puissance des régimes illibéraux, une notion de faiblesse des démocraties. Faiblesse aussi qui est une illusion. Parce que le problème des démocraties, c'est qu'elles sont, le problème est, et l'avantage, c'est qu'elles sont vivantes. Donc, elles passent par des crises. Les systèmes autoritaires ne sont pas vivants, ils sont figés, ils sont immobiles. Donc, voilà pourquoi on a cette illusion de puissance. Alors, la Russie, le leadership mondial, non. Avec la Chine, le leadership avec la Chine, oui. Oui, d'accord. Est-ce que, enfin, il y a des minorités russes, enfin, toi tu connais bien l'Ukraine bien sûr, mais il y a des minorités russes dans les pays baltes. Oui. Est-ce qu'on doit être inquiet? Ça, c'est une question que j'aimerais également poser. Alors, dans la stratégie russe, dans nos traités, nous avons un devoir de solidarité avec ces pays-là. Hein, même oui, sur le plan mais militaire. oui, alors, bon, d'accord. Mais là, je crois que c'est dans la Constitution, dans le droit russe, il y a assistance à tous les Russes hors frontières. Donc, ça va jusqu'où, on ne sait pas. Hein, bon. Donc, là, on l'a vu dans le Donbass. Donc, cette stratégie, donc cette mentalité, ce droit d'ingérence au nom des Russes persécutés hors des frontières de la Russie, c'est bien réel. Et effectivement, le problème, c'est pour ça que les Baltes ont extrêmement peur, notamment, je pense à la Lettonie et à la Lituanie, où il y a une grande partie de Russes, ont énormément peur de provocation, hein, qui serait téléguidée par Moscou. Est-ce qu'il n'y a pas au niveau européen, est-ce que nous n'avons pas une contradiction certaine, hein? On défend nos intérêts économiques. Moi, je pense au pipeline, hein, oui, pour l'alimentation du gaz, etc. Les relations économiques et point d'interrogation avec les droits de l'homme. Est-ce qu'on est suffisamment ferme sur les droits de l'homme ou enfin, quel est l'ordre de priorité au niveau européen, sachant qu'on est peut-être un peu trop divisé de ce point de vue. Ouais, la seule priorité des Européens, c'est de s'entendre entre eux et de trouver un leader. Parce que on pourra tourner autour du pot, savoir si les droits de l'homme passent avant ou l'économie passe après, ou enfin bon bref. Tant qu'on n'a pas quelqu'un qui incarne cela, bon, on aurait, on aurait un De Gaulle européen. Bon, moi j'aime bien le général de Gaulle dans ce qu'il a incarné à l'époque de la résistance face aux nazis et cette idée de la France. Ben, il faudrait la même personne pour l'idée de l'Europe. Bon. Donc, je pense que le problème de l'Europe, c'est pas les priorités. C'est d'abord d'avoir cette voie commune et ce leadership, quoi. La question ne se posera pas après. Pensez, si demain nous avons entre guillemets un président de l'Europe avec une Union européenne, une fédération de nations, une confédération, appelez ça comme vous voulez, mais qui représente quelque chose, je pense que ça sera tout naturel que quand nous discuterons avec la Russie ou avec la Chine, que nous représenterons quelque chose d'uni, les droits de l'homme, nos valeurs seront respectées parce qu'ils auront intérêt à le respecter. Là, actuellement, ils peuvent dire on s'en fout. Oui. Il y a peut-être dernière question avant d'aborder le débat. Il y a le peuple russe, il y a le gouvernement russe, oui, il y a Poutine. Il y a la société civile également. Oui. Oui. Au niveau européen, on est quand même assez actif au niveau de la société civile, faire des échanges par le programme Erasmus ou d'autres bonnes actions que l'on fait. Est-ce qu'on peut faire des choses de cette nature avec la Russie?
je ne sais pas, qu'ils puissent rentrer plus facilement, les visas Schengen, enfin tout ce genre de choses. Est-ce que c'est une possibilité? Pour la Russie, pour Poutine, ça serait terrible. Oui. Ça serait terrible, je m'explique. Bon, moi, j'ai fait la révolution de Maïdan. J'étais pendant 3 mois, donc de début décembre à fin février. J'ai parlé plusieurs fois sur la scène, hein, devant on était jusqu'à 300 000 sur la place. Bon, ouais. Et cette révolution de Maïdan, elle s'est faite grâce à la société civile. Ouais. Ce n'est pas les politiques. C'est la société civile. C'était les ONG, les syndicats, les étudiants qui ont pris les choses en main. Alors après, on pourra dire ce qu'on veut, ils étaient financés pas. Ils étaient là. Et pour moi, c'est la véritable démocratie, hein, c'est-à-dire cette démocratie qui vient de la base, qui vient de la société civile et qui participe à la vie politique. Et là, il n'y avait pas de députés, il n'y avait pas de ministres, il y avait les ONG, les syndicats, les étudiants, etc. Donc là, on a vécu quelque chose d'extraordinaire et qui a permis donc de cette avancée. Et le garant d'ailleurs, et le garant de l'avancée, même actuellement en Ukraine, c'est la société civile, c'est les ONG. Pour les politiques ont peur d'une chose, c'est de la société civile. Et cette société civile, elle est là, elle doit mettre la pression au nom de la démocratie. Et le problème en Russie, c'est que Poutine fait tout pour qu'elle n'existe pas. D'où agents de l'étranger, etc., etc. D'accord. Okay. Donc, si on met une société civile en Ukraine, même à Moscou, à Saint-Pétersbourg, hein, on ne va pas mettre sur toute la Russie parce que ça serait bien compliqué. Rien que là, ça peut faire basculer les choses. On a l'exemple de la Biélorussie, bon, il y a eu la société civile a essayé de faire quelque chose, mais le résultat n'est pas encore là. Hein. La Biélorussie est un jeu dangereux, à savoir que le scénario biélorusse là, et qui est en train de se jouer sous nos yeux, il y a le rêve de Poutine de faire une union avec la Biélorussie. Hein. Et Poutine actuellement est en train de proposer, discuter avec Loukachenko pour que Loukachenko fasse une nouvelle constitution. Poutine a déjà créé des partis pro-russes en Bélarus. S'il y a cette nouvelle constitution, il y aura un président qui sera pro-Poutine, pro-russe, qui très rapidement va demander l'union avec la Russie. Voilà. Donc, et là, malheureusement, Bélarus, je pense qu'on n'a pas été assez ferme. Je pense aussi que malheureusement, la société civile est assez atomisée, n'est pas aussi construite qu'elle l'a été ici en Ukraine sous Maïdan. Les ONG ne sont pas assez puissantes. Donc, et je trouve que les relais en Europe de l'Ouest n'ont pas été importants. Oui. Je crois que là, on va le payer très cher si Poutine réussit son coup, à savoir de ramener la Bélarus dans une union avec la Russie sous une forme ou une autre. Voilà. Oui. La Biélorussie, qui est le seul pays d'Europe qui n'est pas membre du Conseil de l'Europe. Hein. Oui. Oui. Bon, écoute, je crois qu'on va peut-être en terminer là, mais c'était passionnant. Samir, pour les questions. Je crois que ceux qui veulent poser des questions, il y a une fonction informatique. Enfin, on peut lever la main, je ne sais pas comment on fait. Oui. Oui, absolument. Oui. Tout d'abord, merci Olivier pour cette excellente intervention, très éclairante sur le sujet des relations Russie-Europe, sur le système politique russe et sur les relations entre la Fédération russe et l'Union européenne. Comme tu le disais, Michel, nous allons désormais passer à une séance de questions-réponses, de débat. Plusieurs questions ont été posées sur le chat, donc n'hésitez pas à vous manifester directement sur le chat en levant la main devant votre vidéo. Ou en m'écrivant directement. Nous avons une première question d'Alexandre.
Alors Alexandre, je vais vous donner la parole. Oui, merci Samir, merci Monsieur Védrine pour votre exposé. Moi, ma question, c'était quand vous dites oui que Poutine a l'idée de la grandeur du pays. C'est vrai que moi, quand j'avais lu par exemple l'ouvrage de votre consoeur Cécile Vessier sur les réseaux du Kremlin en France, le portrait qu'elle brossait de Poutine, c'était plus celui d'un mafieux qui voulait capter son. En gros, donc, qui, avec ses lois autoritaires, a fait chuter les investissements. Donc, c'est plus le portrait d'un mafieux, d'un allié, enfin d'un ancien des services secrets reconverti dans des pratiques, voilà, dans des pratiques de prédation de son pays. Donc, qu'en est-il? Est-ce qu'il est vraiment attaché à la grandeur de son pays, ou est-ce qu'il ressemble plus en fait à un dictateur comme un Bokassa par exemple? Et aussi, oui, par rapport au réseau, du coup, depuis, je ne sais pas si peut-être, comment est-ce que ça a évolué aussi depuis en France et dans le reste de l'Union européenne, comment ont évolué les réseaux du Kremlin, s'ils en sont toujours au même niveau qu'en 2016, ou s'ils ont évolué en France et dans le reste, dans les autres pays d'Europe, si vous avez des informations. Merci. Bon, pardonnez-moi, j'étais un peu long. C'est bon, c'est bon. Alors, il y a eu un livre dans les années 90 qui s'appelait « La Russie ou l'Empire de toutes les mafias », donc, que j'avais lu à l'époque. Je pense que l'élément mafieux est indissociable du réseau Poutine, du poutinisme, si on peut dire. Poutine, alors certains disent oui, Poutine a nettoyé la Russie, a nettoyé les oligarques. Non, Poutine a placé ses oligarques et ses mafieux. Okay, et il protège ses gars. Donc, on est dans un système totalement, effectivement, mafieux. Il y a les oligarques autorisés par Poutine. Et il y a ceux qui ne sont pas autorisés. Donc, Khodorkovsky n'était pas autorisé, il a fait de la tôle. C'est clair et net. Donc, il y a ceux qui peuvent manger à la gamelle et il y a ceux qui ne peuvent pas manger à la gamelle. Ça s'appelle un système mafieux. Donc, Poutine est le grand parrain de ce monde-là. La mafia est à la fois un mélange entre les grands industriels et les services de sécurité, et tout ça fonctionne ensemble. Et c'est pour ça que Poutine arrive à gérer, en fin de compte, puisqu'il a les services de sécurité partout, et celui qui n'obéit pas, bon, tout de suite, il y aura un service de sécurité, quelqu'un qui va s'en occuper, et qui le mettra en prison, qui inventera un procès, comme pour Khodorkovsky. Khodorkovsky n'était pas innocent, mais comme il l'a dit lors du procès, je n'ai pas plus volé que les autres. Simplement, il n'était pas autorisé à voler, avec le système de Poutine. Donc là, on a… et Khodorkovsky a payé justement très cher le système Poutine. Et il n'était pas une grande partie du procès est totalement truqué, une grande partie des accusations sont montées, etc. Mais Khodorkovsky n'a pas voulu plier. Bon, ça c'est premièrement. Donc effectivement, bon, et quand on connaît les débuts de Poutine à Saint-Pétersbourg, avec le maire de Saint-Pétersbourg, on est dans des réseaux mafieux et des connivences mafieuses, etc. Donc il y a effectivement ce fonctionnement-là. Maintenant, les réseaux actuels, moi je pense que ce qu'on a vu jusqu'à la guerre contre l'Ukraine, puisque moi j'emploie bien le terme de guerre contre l'Ukraine, il y a une guerre de la Russie contre l'Ukraine, il ne faut pas raconter, il y a l'annexion de la Crimée, il y a la violation du droit international, voilà. Donc, jusqu'à la guerre contre l'Ukraine, on n'a pas eu, je dirais, des réseaux aussi puissants que maintenant. Maintenant, on a véritablement une stratégie, une mise en place à coût de milliards de dollars, notamment de Russia Today, par exemple.
Donc, les réseaux sont très actifs, mais beaucoup plus structurés. Ils sont officialisés avec cette télé, Russia Today, et avec certaines influences au niveau des médias, où on joue de la méconnaissance de certains journalistes de la Russie. Donc, ça me rappelle la diplomatie caviar de l'Azerbaïdjan, à savoir que certains journalistes se laissent tourner la tête par les petits fours de l'ambassade de Russie, et d'autres contes et histoires qui dénotent une méconnaissance de la Russie. Donc, je pense que ces réseaux sont toujours là, sont toujours importants, mais maintenant, il y a une stratégie, et je vous rappelle que les investissements dans les médias, dans la propagande médiatique de Poutine est à peu près équivalente aux investissements dans l'armée militaire. Et d'ailleurs, Poutine, dernièrement, a déclaré qu'il voulait augmenter les investissements dans la communication et la guerre médiatique contre l'Occident. Il y a une question que, peut-être un peu pour intervenir, mais on n'a pas parlé des sanctions européennes vis-à-vis de la Russie. Quel est ton point de vue là-dessus? Est-ce que c'est une bonne politique? Moi, je pense aussi que là, l'Europe a joué les petits bras. Hein. Kasparov, l'opposition russe le dit depuis longtemps, c'est pas le peuple qu'il faut sanctionner, il faut cibler, hein, et il faut cibler tout ce qui est au Kremlin, et donc il faut sanctionner véritablement le réseau Poutine. Mais ça après on rentre dans un débat, on rentre dans Nord Stream 2, on rentre dans l'économie, etc. Donc, il est beaucoup plus facile de mettre des sanctions globales, en fin de compte, qui vont toucher le russe moyen, et d'épargner certains oligarques. Je pense que là, on a fait une énorme faute. Et ça, quand Kasparov ou d'autres le disent depuis le début, il faut sanctionner. Il y a une liste, hein, ils prennent la liste Forbes russe, et puis ils sanctionnent la liste Forbes, tout simple. Et là, on ne l'a pas fait dès le départ, on a fait des sanctions. Les sanctions, par exemple, les sanctions sur les produits alimentaires, qu'est-ce que ça a donné? Je vais vous le dire, parce que moi, j'en discutais dernièrement avec des amis de l'opposition, et ils me disaient, mais qu'est-ce qui s'est passé? On a sanctionné sur l'alimentaire, on a dit, plus de fromage, bon, ok, d'accord. Les amis à Poutine, les oligarques dont on parlait tout à l'heure, du système mafieux, ils ont dit, pas de problème, nous, ils étaient déjà à la tête d'entreprises agroalimentaires, ils ont fabriqué les mêmes produits de moins bonne qualité pour plus cher. Actuellement, l'augmentation cette année, l'inflation des produits alimentaires est de 30%. Donc, les Russes, les copains de Poutine ont développé leur agroalimentaire avec des produits, en copiant les produits occidentaux, aussi chers ou plus chers, de moins bonne qualité. Donc, ils ont gagné plus d'argent grâce à certaines sanctions. Donc, il y a eu une erreur, et je pense qu'il faut des sanctions ciblées. Mais est-ce qu'on aura le courage de le faire? Là aussi, il n'y a pas de leader en Europe. Chacun y va de son analyse et de ses intérêts. Mais et Poutine, et là, je dirais que les sanctions globales comme ça, qui touchent tout le monde, et surtout les plus pauvres, et le peuple russe, c'est du pain béni pour Poutine. D'abord, premièrement, ses copains font des bénéfices, et deuxièmement, il peut dire, voyez, ces Européens, ils n'aiment pas la Russie, ils n'aiment pas les Russes. Il faudra un jour quand même qu'on dise que ce qu'on n'aime pas, c'est Poutine et son système, et il faudra le marquer par des sanctions contre Poutine et son système. Et pour bien montrer que ce n'est pas le peuple russe ou la Russie qui est le problème, mais le système Poutine. Une question de Daphne Gogui. Merci beaucoup de me donner la possibilité de participer à la discussion. C'est fort intéressant, je vous remercie. Moi, je suis grecque, juriste, et je travaille à la commission, mais je participais à des négociations avec la Russie en matière de facilitation des visas. C'était le premier pays à demander
opté pour ce type de discussion avec l'Union. En même temps, ils avaient le courage de négocier le premier accord vraiment important de réadmission pour leurs citoyens, plus les ressortissants des pays tiers. C'était une priorité politique, ils l'ont fait rapidement avec un know-how exceptionnel sur ce qu'ils voulaient à cette négociation. C'était pas facile et pour nous, c'était vraiment aussi une surprise, leur façon et leur professionnalisme. Ceci me conduit à ma question. Est-ce que vous pensez que la Russie, quand elle se fixe, ou le gouvernement, ou Poutine, des priorités, ils arrivent à imposer leur agenda au niveau de l'Union et à faire avancer les choses rapidement? J'aimerais bien souligner que l'accord signé donne le visa free à des diplomates et des détenteurs de passeports de service, ce qui est très important pour des questions sécuritaires pour l'Union. Voilà. Moi, je pense, mais bon, j'ai beaucoup discuté là-dessus, il y a un gros débat là-dessus. Le début des années 90, on a loupé. On a loupé le tournant. La Russie, je pense que quand l'Union soviétique s'est effondrée, on aurait dû accélérer les négociations, les partenariats avec la Russie. Et je pense qu'on a loupé, on a eu une fenêtre entre 91 et 93. Et on a loupé. Donc, la Russie a les moyens, effectivement, c'est une puissance diplomatique importante. Elle a effectivement les moyens d'imposer ses visions. D'ailleurs, elle le fait assez bien avec sa stratégie de saucissonnage de l'Union européenne. Mais par rapport à votre question, elle me rappelle toujours ce raté qu'on a eu dans le début des années 90. Là, franchement, c'est aussi un peu à cause de l'Union européenne. L'Union européenne, à l'époque, n'était pas une fédération, était en ordre dispersé, n'avait pas la vision à long terme et n'avait peut-être pas lu Brzezinski, donc où il est marqué que la Russie, tôt ou tard, rejoindra l'Europe. Je pense qu'il fallait préparer, dans cette petite fenêtre, il fallait vraiment préparer la Russie à aller vers l'Europe. Et on l'a loupé. On l'a loupé. Alors, je rentre pas dans le débat prétention, humiliation, tout ça, je ne crois pas du tout. C'est mes connaissances. On n'avait pas, comme maintenant, les gens capables de parler avec les Russes. Et on n'avait pas la connaissance. Je vous rappelle que la soviétologie, étude de l'Union soviétique, a été une science de 70 ans à l'Ouest et que les seuls qui pensaient connaître la Russie étaient les soviétologues. Donc, effectivement, en 91, cette science disparaît, faute d'observation et faute d'éléments à observer. Et donc, on n'avait plus la connaissance on n'avait plus la connaissance de la Russie. Et je pense que là, on a loupé. Tout est rattrapable. Je veux rester optimiste. De toute façon, si ce n'était pas rattrapable, si je ne croyais pas que la Russie soit européenne et un jour aille vers l'Europe, je ne serais pas dans l'opposition russe. Donc je crois à la destinée russe vers l'Europe et j'espère qu'on va rattraper cette faute politique qu'on a faite, mais sans illusion et sans baisser la tête et en réglant clairement les problèmes. Mais là aussi, il faut connaître la mentalité. Une question d'Emmanuel Morucci. Oui, merci Samir. Bonsoir Olivier. On se parle assez souvent, mais je suis content de te retrouver, j'allais dire de visu, à défaut de faire mieux en ce moment. Je voulais te poser une question
dans une interview qui va paraître demain sur le site du CECI, le Cercle Europe, Citoyenneté, Identité, que je préside, qui est un think tank, tu dis la chose suivante. Il est temps d'arrêter d'exprimer des inquiétudes et de prendre l'initiative dans nos relations avec Poutine. Alors, tu en as un petit peu parlé, tu as abordé bien sûr la question et tu distilles au fur et à mesure des interrogations, des éléments de réponse, mais j'aimerais que tu précises un peu plus la méthode qui serait à utiliser par l'Union européenne. Je ne parle pas ici des États membres, mais de l'Union européenne. Merci Olivier. Oui, quand je dis actif, c'est-à-dire que là, par rapport à Poutine, on est tout le temps réactif, on est tout le temps dans la réaction. C'est Poutine qui a le jeu, là. Poutine nous manipule, on peut dire. Et il le fait très intelligemment et beaucoup moins de moyens que l'Union européenne. Simplement, je dirais que on va revenir à son passé professionnel, mais aussi, je trouve que quand on fait les arts martiaux, il utilise très bien la faiblesse de l'autre. Donc, il ne faut plus être dans la réaction, il faut être dans l'action. Et ça, on a totalement loupé là aussi. C'est Poutine qui impose le tempo. C'est Poutine qui lance l'offensive dans le Donbass, c'est Poutine qui lance l'offensive en Syrie, c'est Poutine qui met les hommes en Libye, c'est Poutine qui fait en Centrafrique. Pourquoi? Parce qu'il prend les places vides. En attendant, il impose le tempo. Et puis, bon, avec Trump aux États-Unis, c'était très simple. Donc, les Européens n'étaient pas du tout soutenus par Trump et on était vraiment assez isolés. Donc, maintenant, il faut aller dans l'action et non plus dans la réaction. Et là-dessus, je crois qu'il y a plusieurs éléments à discuter et à réagir. Les sanctions ciblées, par exemple. Le cas ukrainien. Nord Stream 2. Où là, on a des éléments, des manettes pour agir. Et là aussi, il n'y a pas la volonté politique. Il n'y a pas la volonté politique. Donc, Poutine le sait. Et en bon judoka, il utilise nos faiblesses. Donc, on sera dans la réaction. On sera dans la réaction. Parce qu'on continue à ne pas avoir de leadership, on continue à ne pas avoir de politique commune. Voyez-vous, là, je crois que c'est aujourd'hui, la France et l'Allemagne, par exemple. L'Allemagne est prêt à prendre des Spoutnik comme vaccin et attend le résultat de l'Agence européenne des médicaments. Bon. J'ai rien contre Spoutnik, mais ça va être un élément de victoire pour la propagande russe et phénoménal. Phénoménal. Donc là-dessus, voilà. Donc encore une action et encore, nous, on va faire quoi? On va une réaction. En face, quelle réaction qu'on va avoir? Donc, je crois qu'il faut être très clair. Il faut montrer la puissance. C'est pas sale d'être une puissance. L'Europe a un peu ce côté candide de ne pas vouloir être l'Europe puissance. La puissance, c'est un côté un peu sale, qu'on n'aime pas utiliser. Etc. On est une puissance. La puissance n'est pas sale du moment qu'elle se met au service des bonnes valeurs. La puissance, elle devient sale lorsqu'elle est au service de valeurs autoritaires. Mais si la puissance est au service des valeurs européennes, elle n'est pas sale. Donc, n'ayons pas peur d'utiliser la puissance. Et il y a chez les Européens cette peur de parler de puissance, cette peur qui n'est pas en Chine, qui n'est pas aux États-Unis, qui n'est pas en Russie. Donc, je crois que ce mental de puissance, les Européens doivent l'avoir si on veut être dans l'action. Et je vous dis, on a beaucoup de moyens. On est quand même l'euro est quand même la grande, avec le dollar, la grande monnaie internationale.
La Russie a besoin de nous économiquement. Nord Stream 2, ça ne va rien rapporter au peuple russe, mais ça va rapporter énormément aux oligarques proches de Poutine. Donc à Poutine, pourquoi on ne fait rien? Question. L'Ukraine, rien ne nous empêche de soutenir bien plus l'Ukraine qu'on ne le fait. Donc, on a plein de moyens d'agir, on n'agit pas, donc je veux dire, on a les résultats. Donc oui, plus d'action. Très bien. Merci Olivier, mais tu ouvres encore d'autres débats qui avaient pour sujet l'État-nation, mais on en reparlera une autre fois. Non, mais enfin, j'ai 3 quarts d'heure. Oui, tout à fait. Merci en tout cas, Olivier, pour ta réponse et les orientations que tu donnes. Très bien. Nous avons plusieurs questions. Une première de Daniel Stuhl, puis notre ami Polono et enfin Noé Détier qui interviendra également. Daniel Stuhl, c'est à vous. Oui, bonjour. Daniel Stuhl, donc de la communauté ukrainienne de France, en fait. J'avais une question qui est Navalny au sujet de l'opposition russe. Navalny et Khodorkovsky se sont exprimés pour la conservation de la Crimée, en filigrane ou pas. Le seul peut-être qui a été clair contre l'intervention en Ukraine, c'était Gorbatchev au début de la guerre dans le Donbass. Maintenant, que pensez-vous de la continuation de cette idée impérialiste, c'est-à-dire de l'Ukraine il y a alors il y a Gorbatchev, qui est bien vieillissant, il y a quelques opposants qui montrent des drapeaux ukrainiens en Russie à l'occasion, mais sinon l'opposition, à votre avis, quelle est sa position vis-à-vis de l'Ukraine? Pour citer une dernière anecdote pour finir, c'est le président Khrouchtchev en 1917 qui avait écrit que toute démocratie russe s'achève à la frontière de l'Ukraine. Qu'en pensez-vous? Dziękuję. Proche. Bon, alors, moi je suis très ami avec Ilya Ponomarev, opposant russe, qui a été le seul député de la Douma à s'être opposé à l'annexion de la Crimée. Donc, c'est un ami proche et je suis sur cette ligne-là. Navalny, ce n'est pas ma tasse de thé. J'ai écrit sur lui, notamment, vous trouverez un article dans Le Temps, où je dis qu'il n'y a pas que Navalny dans l'opposition russe. Navalny vient des réseaux nationalistes et je ne veux pas diviser l'opposition, mais dans l'opposition, Navalny ne fait pas l'unanimité. L'opposition libérale, représentée par des gens comme Kasparov ou comme Ilya, en tous les cas, Ilya, j'ai encore discuté avec lui aujourd'hui, Ilya Ponomarev, la chose est claire. Ilya a pris la nationalité ukrainienne d'ailleurs, parce qu'il ne peut pas entrer en Russie, bien sûr. Ilya a été le vice-président de Yukos, le président c'était Khodorkovsky. Donc, vous voyez qu'il y a une partie de l'opposition russe qui est vraiment, entre guillemets, avec l'Ukraine et qui reconnaît le droit international. Voilà. Donc, toute l'opposition russe, quand vous parlez de Navalny, pour moi, Navalny, il vient des nationalistes, il a un passé assez douteux. Je suis avec le pouvoir. Je ne veux pas rentrer dedans parce que je considère qu'en tant qu'opposant, on ne doit pas taper sur les autres opposants, mais vous regarderez mon article dans Le Temps, je suis très clair. Je suis sur la même ligne qu'Amnesty International à propos de Navalny. Il faut le défendre, il faut le libérer, etc., etc., etc. Mais Navalny n'est pas une oie blanche. Il vient de certains réseaux nationalistes dont je ne partage pas du tout le sentiment, les idées, enfin, la totale. Donc voilà. Je connais très bien la communauté ukrainienne, hein, étant ici en Ukraine. La diaspora ukrainienne à Paris, qui a beaucoup joué, Madame Pasternak, décédée notamment, que j'avais rencontrée sur Maïdan, une femme extraordinaire.
Et ce conflit est véritablement une douleur pour le peuple ukrainien, puisque, bon, vous le savez, hein, il y a des membres de la famille de côté de la frontière. Et ça a été une déchirure. Des familles ne se parlent plus à cause de cette propagande. Donc tout ça, et c'est entre frères et sœurs. Donc, pour peu qu'il y en ait un en Russie et l'autre en Ukraine. Donc, c'est véritablement… Et ça, c'est la propagande. Moi, j'ai plein d'exemples de gens qui, une fois biberonnés à la télé russe, ont eu un lavage de cerveau tel que c'est plus possible de discuter avec eux de quoi que ce soit concernant l'Ukraine. Donc, on évite de discuter de l'Ukraine. Et il y a beaucoup de familles en Ukraine et en Russie qui évitent de discuter de l'Ukraine à cause de cela. Donc, c'est une véritable blessure, et c'est pour ça que dans le cas de l'unification de l'Europe, de la marche de cette Russie vers la démocratie, vers l'Europe, il faudra résoudre avant tout la crise ukrainienne, et que c'est l'honneur de l'Europe. Il en va de l'honneur de l'Europe de résoudre la crise ukrainienne. Voilà. Merci. Alors, quelques dernières questions. Donc, une question de Wojciech. Je vous invite à prendre la parole. Voilà, moi je suis quelqu'un qui a vécu derrière les rideaux de fer. Et maintenant, en écoutant notre discussion, ça me rappelle les beaux vieux temps des années 70, la Russie, quoi faire avec. Et puis, le problème se posait de la même façon. À l'époque de Jimmy Carter, les sanctions contre la Russie. Est-ce que ça apporte quelque chose ou pas? L'Occident était divisé. Les Français, les Allemands avaient des politiques différentes, comme aujourd'hui. Mais il y a une chose que nous pouvons faire qui a marché à l'époque. C'était une politique plus agressive au niveau de l'information. Parce que maintenant, ce sont eux qui jouent dans un sens seulement. Là, je regarde les médias de la droite polonaise. C'est la Russia Today qui passe dans les médias proches du pouvoir. Tandis qu'à l'époque, ils font ce qu'ils veulent. Tandis que l'Europe ne fait rien. Et moi, je me rappelle de Radio Svoboda, Radio Free Europe, qui était écouté par millions de personnes. Maintenant, l'Europe, l'Occident ne dispose d'aucun moyen d'informer les Russes. Les Russes, autant que je sache, sont 7% des Russes connaissent le nom de Navalny. Je pense qu'ils sont moins nombreux qu'à l'époque, ceux qui connaissaient le nom de Sakharov, dans les années 70. Donc, en attendant que l'Europe se dote d'une armée, grâce peut-être à la France, et qu'on puisse reprendre la fameuse phrase combien de divisions qu'il a prononcé Staline à l'encontre du pape, nous pouvons faire quelque chose sur ce plan-là. L'information pour que ça aille dans le deuxième sens. C'est une proposition qui n'est pas impossible à envisager. Merci. Oui, vous avez entièrement raison. Et donc, il y a deux remarques. Premièrement, on est revenu à la guerre froide, c'est clair. Donc, quand vous vous rappelez les années 70, pour moi, on est dans une nouvelle guerre froide. Voilà. Donc, on a réutilisé les mêmes armes. Le problème, c'est que là, maintenant, on parlait tout à l'heure de l'influence russe à la tête des régimes illibéraux. En Europe, elle a pris la tête des régimes illibéraux. Hein? Au niveau mondial, elle le prendra avec la Chine, mais en Europe, elle l'a pris toute seule, la tête donc des régimes illibéraux. Et on est dans une position inverse, à savoir que dans les années 70, vous avez Radio Free Europe qui est effectivement passé à l'offensive, et nous avions un système, des démocraties fortes qui attaquaient l'Union soviétique et, je dirais, l'influence, et l'Europe de l'Est, l'influence soviétique à l'Est, le pacte de Varsovie, etc. Maintenant, c'est l'inverse.
Maintenant, ils ont Russia Today et ils attaquent les démocraties. Donc, nous sommes dans une situation inverse, c'est nous qui sommes en crise et c'est eux qui ont pris le leadership des médias. Et nous avons perdu beaucoup d'années là-dessus. Trump, notamment, est coupable. Et là, il va falloir reprendre une politique containment. Et quand je parle de négocier avec la Russie, c'est-à-dire qu'à la fois prendre une politique containment, mais vous savez, vous êtes polonais, donc vous connaissez cette mentalité, à savoir à la fois, on ne peut négocier que si déjà on est dans un rapport de force, qu'on a mis le périmètre. Donc, vous êtes slave et vous savez qu'en tant que slave, on n'aime pas l'humiliation, mais on aime la force. Donc, avec la Russie, c'est cela. Donc, il va falloir se mettre dans la tête qu'on est dans une nouvelle guerre froide, mais qu'on a perdu la première bataille. Parce qu'on l'a perdu, la première bataille. Celle de la communication, on l'a perdue. Et il y a un éveil des consciences, et là, je ne sais pas si mon ami Morucci est toujours là, mais, et Michel aussi, dans la grande conférence sur l'avenir de l'Europe qui va commencer au mois de mai, il y a l'importance de doter l'Europe de médias forts et puissants contre les démocraties libérales pour les valeurs européennes. Moi, j'attends un European Today qui émet en direction de la Fédération de Russie. Il n'y en a pas. Nous avons perdu cette première bataille, mais nous n'avons pas perdu la guerre. Par contre, nous le payons et nous le paierons très cher. Je crois à la victoire de la démocratie parce que je crois à la victoire de nos valeurs. Mais nous avons perdu la première bataille et Poutine l'a gagnée. Et là, je suis d'accord avec notre ami polonais. Nous sommes exactement dans l'image inverse des années 70. Ils ont leur Radio Svoboda russe, qui n'est pas Radio Svoboda, mais plutôt Radio Goulag. Mais vous voilà. On en est là. On a perdu cette bataille. Et je pense que dans la grande conférence sur l'avenir de l'Europe, il faut doter l'Europe de Radio Svoboda, de sa radio européenne et sa télévision européenne. C'est pas les émissions sur France 24 et 2-3 Euronews. Non, il va falloir être beaucoup plus offensif. Voilà. J'ai fait 150 émissions en Ukraine sur les 3 grandes chaînes nationales contre la propagande russe. J'ai eu aucun fonds. Je n'ai jamais touché d'argent, j'ai fait tout ça gratuitement, sans aucune aide, en anglais. J'avais l'impression d'être dans un fort encerclé avec une vieille pétaudière et en face des chars d'assaut, des avions, etc. Totalement débordé. 150 émissions russes en anglais pour défendre l'Ukraine et les valeurs de l'Union européenne, sans aucun support, sans aucune logistique. Voilà ce qui s'est passé. Autre question. Alors, il reste 2 questions de Noé Détier et Catherine Guibourg. Oui. Oui, merci. J'aurais 2 questions, mais juste une si le temps oblige le salut. La première, c'est par rapport à ce que vous dites sur la culture slave, qu'il y a un respect de la force et un refus de l'humiliation. Je ne sais pas si ça vient d'un traumatisme européen, de la guerre froide, mais est-ce qu'il n'y a pas une peur de l'escalade de la violence? Je ne sais pas si ça avait été envisageable ou envisagé, mais par exemple, si au moment de l'annexion de la Crimée, il y avait eu une décision que même si l'Ukraine n'était pas dans l'OTAN, les voisins européens auraient envoyé des troupes pour protéger le territoire ukrainien. Je ne sais pas si c'est un scénario complètement fou, mais est-ce qu'il n'y aurait pas dans ce cas-là eu le risque d'une escalade de violence et d'une guerre ouverte? Enfin, c'est ce que je veux dire par rapport au fait que est-ce qu'il n'y a pas une peur européenne à juste titre d'une escalade de la violence qui là serait pas dans on montre qu'on est fort et du coup on respecte la culture slave et on se met à dialoguer avec eux, mais ce qui mènerait à une catastrophe.
La deuxième question, c'est possible, c'est est-ce que Nord Stream 2, on peut vraiment l'arrêter? Parce qu'il me semble qu'il y a beaucoup d'entreprises européennes qui ont déjà commencé à investir dans le projet et que, du coup, est-ce qu'elles ne feraient pas pression pour que le projet continue? Merci. Pour Nord Stream 2, je pense qu'effectivement, pour l'Allemagne, il y a un besoin vital et je pense que Angela Merkel et le grand patronat allemand est capable de tout pour que le projet arrive à la fin. Quoi. Il y a un besoin vital. Donc malheureusement, je crois que là, on est dans pratiquement de la raison d'État ou de la survivance de l'économie allemande. Voilà, parce que bon, les Allemands disent bon, le gaz liquéfié américain qu'on nous propose est plus cher que le gaz russe, donc pour l'économie, effectivement, c'est pas une bonne opération. Donc il y a une grosse pression sur Angela Merkel de l'économie allemande et des grands patronats allemands. Hein. Donc là-dessus, je crois que Nord Stream 2, malheureusement, là aussi, on a perdu la bataille. Hein. Bon, Biden va faire pression, mais je crois que il y a un tel besoin, une telle pression du grand patronat allemand que ça va être très difficile pour Merkel de reculer sur ce dossier. Après, pour la Crimée, si on se rappelle du départ du scénario de la Crimée, des petites zones vertes donc, sans insigne qui viennent de nulle part arrivent en Crimée. Moi, je ne comprends pas qu'à l'époque, on va faire une petite boutade, mais je crois qu'il aurait dû dire, on aurait dit, bah, écoutez, il y a des petits zones verts, on ne sait pas d'où ils viennent, ben ou la France, ou l'Allemagne, on va vous aider, on va nous aussi envoyer des hommes pour vérifier si ce sont des terroristes. Et là, il aurait fallu rentrer dans ce jeu, mais là, on est dans du judo. C'est-à-dire que lui, il dit, bon, il envoie ses petits hommes verts, il ment, stratégie du mensonge, etc., pas d'insigne, etc. Il occupe l'espace vide. L'armée ukrainienne est totalement désorganisée. Intéressant, donc la faiblesse totale. Je pense que là, on aurait dû dire, bah, écoutez, on va sécuriser, on va aider nos amis ukrainiens à voir quels sont ces petits hommes verts. Et on va avoir des observateurs militaires. Je pense que ça aurait déjà rafraîchi Poutine. Mais on a laissé faire. On a totalement laissé faire. Et je pense qu'on a eu tort parce qu'on a vu la suite. Poutine, vous savez, ça me rappelle cette phrase de Lénine. Lénine, il disait, pour l'Occident, c'est très simple. Vous testez à la baïonnette. Quand c'est mou, vous avancez. Quand c'est dur, vous arrêtez. Voilà. La toute dernière question donc, de clôture de Catherine Guibourg. Oui. Ah, le son. Suite. Catherine, pourriez-vous réactiver votre micro? Oui, merci donc Olivier pour cette conférence. Une observation, effectivement, dans cette bataille de la communication que nous avons perdue. Je me souviens donc avoir écouté il y a 2 ans à peu près c'était comment le journalisme et l'Europe, organisé par, je crois, les fédéralistes à Paris. Excellente conférence, on avait appris énormément justement sur la DG Communication de la Commission européenne qui fait énormément, mais sans doute pas encore assez, pour la lutte contre les fake news. Le fonctionnaire qui était en charge de ce programme anti-fake news nous dit que, pratiquement le seul ennemi en matière de désinformation, c'est la Russie. Et 2, il disait qu'il faudrait 10 fois plus de moyens. Et que 3, il dit qu'il n'y a plus maintenant aucune élection qui peut être menée dans un État membre qui n'est pas torpillée par la Russie. Hein. Enfin, lui, il ne croit pas à des élections libres et indépendantes maintenant dans les États membres. Enfin voilà, c'était son point de vue en tout cas, mais il n'y a pas assez de crédit, etc. Daphné Gogou, qui est à la Commission européenne, Daphné pourrait peut-être nous en dire davantage que moi qui ne suis pas à la Commission européenne, mais j'avais trouvé cet éclairage extrêmement important parce que c'est des choses dont on ne parle pas tous les jours. Quoi. Là, comme vous dites, il manque évidemment voilà, un grand système d'information européen, mais quid hein. Et quand la deuxième chose évidemment, il faudrait quand même terminer sur quelles sont les prochaines élections peut-être en Russie, quel sera l'avenir de Poutine et l'avenir de la Russie et quoi après Poutine, quoi. Voilà. Et puis moi, je voudrais aussi que vous peut-être nous disiez 2 mots sur Gorbatchev, qui doit maintenant avoir 91 ans. Comment se porte-t-il et comment il est vu par la population russe, en tout cas par certains et par d'autres. Merci en tout cas. Oula, mon chat. Oh.
Il y a mon chat qui arrive. Voilà. Hop. Alors, par rapport à votre première question, je pense que on parle de l'indépendance numérique de l'Europe, l'investissement dans le numérique, etc. Mais je crois que l'indépendance médiatique de l'Europe est aussi importante. Et là, le cas russe souligne tout à fait qu'il n'y a pas cette politique médiatique européenne. Alors la DG, je ne sais pas, effectivement, je sais qu'ils ont fait quelque chose sur les fake news, je sais qu'il y a un bureau là-dessus, effectivement, mais face aux milliards investis par la Russie, c'est rien, c'est totalement nul. Et je pense que, je répète, dans la conférence sur l'avenir de l'Europe qui va commencer au mois de mai, il va bien falloir qu'on discute de la communication de l'Europe et des valeurs européennes. Et je pense qu'il faut que l'Europe ait sa propre chaîne de télé, ses propres médias, etc., et passe à l'offensive. Le budget, maintenant, la défense européenne, ce n'est pas simplement des canons, ce n'est pas simplement des hommes, ce n'est pas simplement des forces militaires. La guerre hybride nous a montré que la guerre, c'était aussi de la communication, c'était d'abord dans cette guerre hybride de la communication, fake news, etc. Et là aussi, on est en retard, mais enfin bon, ça, depuis 40, on a l'habitude. Et donc, on est en retard, et il va bien falloir se doter, alors j'allais dire d'une puissance médiatique comme on a une puissance militaire pour gagner la bataille de l'image. Et dans les propositions à faire à cette grande conférence sur l'avenir de l'Europe, je pense que la puissance médiatique dans la guerre hybride, et on n'a pas encore affronté la Chine, hein, on affronte la Russie. Dans la guerre hybride, je crois que ça doit faire partie des grands investissements de l'Union européenne. C'est la défense de l'Europe aussi. Et les canons, les chars, ce n'est rien face au pouvoir de démotivation ou de motivation de la communication. La guerre hybride sème le doute chez l'adversaire et c'est par rapport au moral des troupes, c'est quelque chose de très offensif. Donc je pense que la dotation d'une défense, ce n'est pas simplement militaire, mais elle est aussi médiatique. Ça, c'est pour les médias. Par rapport à Gorbatchev, écoutez, aux dernières nouvelles, il avait l'air d'aller bien. Je crois qu'il a 90 ou 91. Alors, Gorbatchev est moyennement apprécié en Russie, puisque, justement, surtout sous Poutine, il est considéré comme celui qui a trahi et qui a détruit l'URSS et la grandeur, etc., etc. Donc, Gorbatchev est assez marginalisé, malheureusement, dans le monde russe. Gorbatchev est très aimé à l'Ouest, mais pas forcément dans le monde russe, où il est considéré quand même comme celui qui a mis fin à l'URSS, donc fin à cette grandeur. Et alors maintenant, avec la propagande de Poutine et le retour des statues de Staline, notamment un peu partout, et d'un culte néo-stalinien, Gorbatchev, malheureusement, n'est plus à la mode. Hein. C'est vraiment... ça, c'est maintenant, le retour de Staline est assez... est bien ancré, malheureusement, et Gorbatchev est un peu marginalisé actuellement en Russie. L'avenir, il y a les élections à la Douma en septembre. Bon, le résultat, on le connaît, hein, bon, il doit déjà être fait. Hein. Donc, il n'y a plus d'opposition systémique, tout le monde est en prison ou à l'étranger, ou a été liquidé dans des accidents, des empoisonnements ou des meurtres tout à fait classiques par balle. Donc, voilà à peu près où on en est. Faut être optimiste quand on est dans l'opposition russe. Il faut être optimiste, un peu idéaliste.
Mais bon, j'aime me rappeler cette phrase de Lénine hein, lors de sa conférence en 1917 où il disait la révolution, vous la connaîtrez peut-être ou peut-être vos enfants. Et puis elle s'est déclenchée quelques semaines plus tard. Donc soyons optimistes. Je crois qu'elle sera d'autant plus sanglante, la transition Poutine, que Poutine va resserrer la Russie. Parce qu'il y a une génération qui lui échappe, qui n'a connu que lui et qui aspire à autre chose. Et puis, il y a, à un moment donné, il y a la chose très simple. En Russie, il y a quand même un problème économique avec un retour de l'inflation, notamment sur les biens alimentaires. Et un de mes amis russes me dit, les Russes, la grande majorité des Russes vont arrêter de soutenir Poutine le jour où ils vont arrêter de regarder la télé et regarder le frigidaire. Et quand le frigidaire sera vide, toute propagande aura disparu ou ne sera plus utile. On en est là. Une grande partie des Russes laissent faire du moment qu'ils ont quelque chose à manger parce qu'ils ont peur ou parce qu'ils n'ont pas le courage de changer quoi que ce soit. Une infime partie essaye de faire quelque chose, mais la majorité se révoltera lorsqu'elle n'aura plus rien à manger. Donc, et cette image de quand le frigidaire sera vide, on arrêtera de regarder la propagande russe, je crois que ça sera le début de la fin pour Poutine. Voilà. Merci. Je pense qu'il est peut-être temps de... Il y a encore une question, là, je crois, d'Alexandre. Oui, alors. Oui. Il se fait... Ouais, non, mais très, 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 très court, mais du coup, ça veut dire... Excuse-moi, j'ai déjà refusé une question à Daphne, donc peut-être qu'on peut proposer également à Daphne de réagir. Oui, bon, on en fait 2 petites et puis après, on Très bien. Alexandre, alors. Oui, juste, du coup, si les gens arrêteront de regarder la télé puisque quand le frigo sera vide, ça veut dire que quand même les sanctions, même générales, ont quand même du bon. Bon, je me fais un peu l'avocat du diable. Pardon. Je crois que la crise économique et l'inflation va régler le problème. Je pense que ça aurait été beaucoup plus rapide d'attaquer, de sanctionner les élites. On aurait eu un résultat beaucoup plus rapide qu'en sanctionnant l'ensemble du peuple russe. Parce que ce que me disent mes amis de l'opposition russe et ceux qui vivent, soit étrangers et le peu qui vivent en Russie, disent une sanction ciblée des proches de Poutine aurait rapidement fracturé le cercle autour de Poutine et les gens auraient préféré perdre Poutine plutôt que perdre de l'argent. Et ça, c'est pour ça que les sanctions ciblées sont beaucoup plus efficaces et beaucoup plus rapides dans les résultats que des sanctions beaucoup plus globales. Donc, si on va aller plus vite, voilà ce qu'il faut faire. Maintenant, on n'a pas pris le chemin le plus rapide et on n'a pas pris le meilleur, à mon avis. Donc voilà, les sanctions, même si elles ont des résultats bien moindres qu'elles auraient pu avoir dans le cadre d'une autre stratégie. Voilà. Autre question, Daphné. Moi, je voulais juste revenir sur la question posée par Catherine, dire qu'au niveau de l'Union européenne, on est très attaché à la liberté de presse. Alors, toute question de contrôle, elle avance, mais à des pas très, très étudiés. Mais je peux juste annoncer que malgré les limites des compétences attribuées à l'Union, surtout en matière pénale, il y aura une nouvelle législation d'ici fin de l'année, notamment qui pénalise toute démarche de fake news au niveau, disons, de l'information. Mais c'est vraiment un domaine extrêmement sensible avec des traditions nationales aussi de contrôle qui sont complètement différentes et on a une obligation dans la Charte des droits fondamentaux. Il faut vraiment faire très attention quand on légifère
pour contrôler et surtout au niveau pénal la mauvaise information, le fake news? Alors, c'est très intéressant ce que vous soulevez là. J'ai eu ce problème-là quand j'ai présenté mes émissions télé. J'ai dit, est-ce que je dois, dans un premier temps, dénoncer les fake news et rester dans la réaction à l'attaque, ou est-ce que je dois passer à l'attaque? Et passer à l'attaque, c'était avoir une information sur les faits, rien que les faits, et ne pas m'occuper et laisser les fake news de côté et présenter les faits. Je pense que c'est bien, je vois tout à fait, combattre les fake news, mais arrêtons de rester dans la réaction et ayons une information qui présente les faits, les réussites, où on vit. C'est tout simple. Moi, je disais, c'est très simple. Les Russes, quand ils sont riches, quand les amis de Poutine sont riches, ils vivent où? Ils vivent en Espagne, sur la Côte d'Azur. Ils ont leurs enfants dans les universités en Europe et aux États-Unis. C'est une information. C'est tout. C'est un fait. C'est un fait. Je ne m'occupais pas des fake news. Je dis, bon, ils font leur truc. Si je perds mon temps à l'antenne à dénoncer les fake news, je vais bousiller mon temps et ne pas passer à l'offensive. Donc, passer à l'offensive, pour moi, dans mes émissions, c'était de présenter les faits. Parce que la loi contre les fake news peut être dangereuse contre la démocratie. Et je pense qu'avant de faire des lois sur les fake news, je pense qu'il faut passer à une information, ce que j'avais dans mes émissions, une information offensive sur les faits et laisser tomber les fake news. Parce que il y aura toujours des fake news, il y aura toujours du mensonge, et je pense que effectivement la vérité prend plus son temps. C'est-à-dire que quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Mais il faut rester. Et moi, dans mes émissions, c'était ma colonne vertébrale. Je ne m'occupe pas de dénoncer les fake news. Je passe à l'offensive. Je parle des faits et des histoires et de la réalité et des valeurs européennes. Et je pense que l'Europe doit faire ça. Dire que bon, c'est bien de dénoncer les fake news, mais je pense qu'il faut que 90% de notre travail, ça soit de passer à l'offensive et de raconter ce qu'est l'Europe, pourquoi les gens veulent venir en Europe, pourquoi il y a des riches Russes qui veulent venir en Europe et pas rester en Russie. Ça, c'est de l'information, c'est de l'offensive, et ça détruira les futures fake news. Ça détruira les futures fake news. Passer à l'offensive, c'est détruire les futures fake news. Ok. Oui. Voilà. Samir, oui. Enfin, mais malheureusement, c'est l'heure de conclure parce qu'on aurait pu passer encore quelques heures à discuter avec Olivier. C'était vraiment très riche, oui, passionnant. Tu es un observateur engagé, hein, on le sent, oui. Et tu n'as pas la langue de bois, là. Ça c'est bien aussi, oui. Donc ça a été vraiment, vraiment très, très utile. Moi, en conclusion, enfin, j'ai bien apprécié aussi tout cet élément sur ces réflexions sur la puissance Europe. On n'a pas parlé d'autonomie stratégique, qui est le mot actuellement à la mode, oui. Autonomie stratégique pour l'Europe. Bon, il y a différentes connotations. Mais l'aspect média, l'aspect information, etc., peut être plus agressif dans ces domaines, c'est très, très, très important. Et j'espère, comme Olivier, que dans la conférence, qui n'est pas très bien montée sur le plan citoyenneté, etc., on le sait, mais dans la future conférence sur le futur de l'Europe, ce sera quelque chose qui sera mis en évidence. Malgré les budgets restreints de l'Union européenne, hein, on le sait. Je pense que c'est à la société civile de prendre le flambeau de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Voilà. Oui, mais on est d'accord et on va se bagarrer pour ça. Donc, Europe puissance, en fait, là, tu as des fédéralistes. Je voudrais insister sur le fait que nous ne sommes pas des rêveurs, nous sommes des réalistes. Oui. Nous sommes persuadés que je parlais qu'il fallait être un peu idéaliste à la fois pour être fédéraliste et à la fois pour être dans l'opposition russe. D'accord. Enfin, je veux dire, toute réalité n'est d'un rêve, quoi. Donc voilà. Oui. Bon, alors un grand merci. J'ai vu que Samir a mis dans la conversation premièrement, ça a été enregistré, donc nous avons une chaîne YouTube où on peut voir les enregistrements des différents rendez-vous fédéralistes. J'aimerais dire aussi que nous travaillons, enfin je vois Noé qui est là,
nous travaillons bien ensemble avec les différentes sections fédéralistes au niveau français, avec le Rhône-Alpes, avec l'Île-de-France, etc. Parce qu'eux aussi organisent des conférences très intéressantes. Il faudra mettre tout ça ensemble, je crois que c'est important. Alors, en ce qui concerne le Sud, nous avons une conférence par mois, en fait, oui. La prochaine, ça ne sera pas du tout sur la Russie, mais ça sera intéressant. Ça va être sur Camus, et puis c'est tendance un peu fédéraliste. Et nous aurons, après les élections écossaises, un ami écossais qui nous parlera des perspectives de l'Écosse, peut-être dans un contexte européen. Donc, nous avons un programme en cours. Donc, un grand merci. Il doit faire nuit, enfin encore plus noir que chez nous à Kiev, là, parce qu'il y a 1 heure de décalage. Oui. Mais un grand merci et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir, oui, derrière écran ou de manière différente. Après la Covid. En tout cas, c'était très bien. Vas-y. Un petit mot, je dirais, le fédéralisme, comme le fédéralisme européen, comme l'opposition russe, c'est être idéaliste, avoir un rêve, c'est le début. Et je pense que toute réalité politique naît d'abord d'un rêve et d'une idée. Donc, être idéaliste et rêveur, c'est préparer le monde de demain et la réalité politique de demain. Donc, je dirais fédéraliste, opposition russe, se rejoignent là-dessus. C'est le monde de demain qu'on prépare. Et on est... le monde a avancé parce qu'il y avait quelques personnes qui voulaient le faire avancer. Et les grandes avancées politiques et scientifiques ont toujours été faites par quelques-uns, quelques rêveurs, quelques idéalistes qui ont fait ce monde de demain parce qu'ils l'ont pensé. Donc voilà, donc je pense que c'est le point commun qu'il y a entre les opposants russes et les fédéralistes européens, c'est cette envie de changer le monde, tout simplement, et de le rendre meilleur. Très bien. D'ailleurs, la Russie est une fédération. Hein, si je me... Oui, tout à fait. On ne partage pas forcément les mêmes valeurs, mais c'est une fédération. Ok, un grand merci. Merci à tous. Oui. Merci à tous. Oui. Noé, tu veux dire quelque chose? Non, je vois là. Ah non, tu applaudis. Oui. Comment tu fais pour avoir cette petite main là? C'est dans les réactions en bas à droite. Alors, tous mes amis là, qui m'ont regardé pendant quelques temps, là, je pense à Alain, je pense à Georges, je pense à Joseph, etc. Donc, je serais content d'avoir de vos nouvelles par Messenger, email, LinkedIn, etc. Je suis très content que vous ayez rejoint cette conférence. Merci à tous, mes amis. Merci à Emmanuel, merci au CSI. Voilà. Merci à toi et merci à Michel. Très rapidement. Oui, ok. Merci. À bientôt. À très bientôt. Allez. Merci à tous. Au revoir. Oui. À tous. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Salut tout le monde. Eh ben, bravo à Sud France. Oui, ben non, merci Noé, à toi aussi. Hein. Ben oui, puis le nombre, là, c'est un de vos records, non? Oui, on a dépassé c'est un record. Hein. Oui. J'ai vu 47 personnes, je ne sais pas si c'était le maximum, mais c'était... Voilà. Oui. Non, c'était... Bravo, ouais. Oui, je crois que c'était bien, quoi. C'était... Oui. Bon, bien sûr, il a ses opinions, hein. C'est clair qu'il est engagé, donc oui. Et c'était j'ai très intéressant. Il devait y avoir quelqu'un qui était pro-Poutine dans le truc, parce que j'ai vu un commentaire, là, quelqu'un qui n'avait pas l'air content. Oui. Mais enfin, bon? Oui, exactement, oui. Et d'ailleurs, quand je lui ai demandé s'il voulait intervenir pour poser sa question, il a quitté la conférence. C'est le seul. Tous les autres étaient, oui. Voilà. Je ne sais plus comment il s'appelait, mais j'ai... Sargé, un certain Sargé, je ne connais pas. Oui, je ne connais pas. Bon, autant que le débat est respectueux, oui, non, je pense. Ça aurait été intéressant justement d'avoir une opinion. On voulait le faire parler justement, mais
Michel, ce n'était pas un pro-Poutine, c'était justement un pro-opposition qui trouvait que Olivier Védrine était, disons, trop mou, trop timide dans son opposition à Poutine. Trop vague. Ah bon, d'accord. Oui, mais enfin bon. Il trouvait qu'il ne détaillait pas. Le sujet de la conférence, c'était les relations Russie-Union européenne. C'était en partie, bien sûr, la situation de la Russie, mais ce n'était pas une discussion sur l'opposition russe. Oui. Enfin, il en a parlé aussi. Oui, oui c'est au début, c'était un peu vague. Oui. Non, Samir ? Oui. Tu fais du montage, je crois que c'est toi qui t'occupes des vidéos, c'est toi qui fais du montage après ou tu la balances telle quelle? Genre tu coupes la fin maintenant que ce morceau tu vas le couper par exemple?